Mesdames et messieurs de l'Université populaire, je serais vraiment ravi de vous accueillir pour cette Unipop très particulière, hein, puisque nous sommes le 2 novembre, nous sommes en plein confinement et je remercie chaleureusement Pape Ndiaye d'avoir accepté comme ça au pied levé de se prêter à ce nouvel exercice avec un thème qui évidemment est relié à une actualité historique, puisque le sujet de ce soir, c'est citoyenneté et droit de vote aux États-Unis. Alors, Pape Ndiaye, vous le connaissez, les habitués de l'Unipop le connaissent depuis l'origine de l'Unipop Histoire. Il est intervenu l'an dernier avec un cours passionnant consacré à l'écrivain James Baldwin. Et puis, les années antérieures, les thèmes choisis, c'était Chicago, le syndicalisme ouvrier américain, les soldats noirs de la République, les droits civiques aux États-Unis, Black Power, il y a 2 ans, et puis Lincoln, la toute première intervention à Pessac, sachant que Pape Ndiaye est également, évidemment, un habitué du festival du film d'histoire. Alors, Pape Ndiaye est professeur d'histoire à Sciences Po Paris. Vous l'avez compris, il est spécialiste de l'histoire politique et sociale des États-Unis. Il a publié de nombreux ouvrages. Alors, notamment les Noirs américains, notamment En marche pour l'égalité, chez Gallimard. Et puis l'année dernière, il me faisait part d'un projet, j'espère que c'est toujours en cours, Pape Ndiaye, donc une histoire mondiale des droits civiques au XXe siècle, donc un projet très ambitieux, très encyclopédique. Donc j'espère que c'est le cas. Donc encore une fois, mille merci d'avoir accepté cette intervention si particulière. On essaye voilà, de garder le lien avec les spectateurs du Jean Eustache et les adhérents de l'Université populaire. Donc à toi la parole. Merci de ton écoute. Merci beaucoup, François. Bonjour, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Je n'ai pas le plaisir cette année de me rendre à Pessac, mais grâce à Internet, on peut quand même arriver à communiquer et puis à présenter une conférence. Je vais donc parler une petite heure, après quoi nous aurons la possibilité d'échanger. Mais vous pouvez aussi utiliser la fonction converser qui est en bas de votre fenêtre et qui permet également d'intervenir par écrit. Je vais partager mon écran de manière à ce que vous puissiez voir non seulement les visages des participants, le mien notamment, mais également une présentation PowerPoint qui va faciliter les choses. J'espère que vous avez la présentation sous les yeux. Et comme l'indiquait François Aimé il y a un instant, cette question du droit de vote est évidemment d'actualité. Vous avez remarqué à cet égard à quel point les controverses sur le vote sont nombreuses en ce moment aux États-Unis, sur le vote anticipé, sur le vote par correspondance, sur le décompte aussi des bulletins de vote à partir de demain soir et dans les jours qui suivront. Bref, cette question du droit de vote, comme on va le voir, ça n'est pas simplement une question qui serait en quelque sorte acquise par la démocratie et par le droit, par les règles de droit, mais c'est une question qui est toujours en suspens. Finalement, l'histoire du droit de vote, elle n'est pas terminée, elle est toujours en train de se faire. Et cette histoire depuis la Révolution américaine, eh bien, c'est justement une histoire qui est marquée par des tentatives très répétées, couronnées de succès d'ailleurs, visant à restreindre autant que possible le droit de vote jusqu'à la situation actuelle où le Parti républicain essaie au maximum, sinon de limiter la participation électorale, en tout cas de faire de telle sorte que tous les bulletins ne soient pas comptabilisés, puisque les républicains estiment que cela joue en leur défaveur. Mais nous allons, comme tout cours d'histoire, remonter le temps et commencer par la Révolution américaine. À la fin du XVIIIe siècle, grande révolution atlantique avec la Révolution haïtienne et la Révolution française, bien entendu, qui pose au premier plan la question démocratique, disons celle de la participation
aux affaires politiques. Auparavant, lorsque les colonies étaient administrées par le Royaume-Uni, il y avait généralement, dans la plupart des colonies, un gouverneur qui était nommé par le roi d'Angleterre et également, aux côtés du gouverneur, une chambre haute et une chambre basse, une sorte de parlement, si vous voulez, qui était composée pour la chambre haute des plus riches propriétaires et pour la chambre basse de propriétaires un peu moins aisés, d'artisans, de commerçants, etc. Bref, ces chambres n'avaient pas un rôle essentiel, mais elles pouvaient quand même revendiquer, exprimer des demandes auprès du gouverneur et donc auprès de la couronne. Lorsque la Révolution américaine survient, eh bien, les pères de la Constitution qui écrivent cette fameuse Constitution de 1787 débattent longuement à propos de toutes sortes de questions. Et ils ne sont d'accord sur pas grand-chose, si ce n'est l'idée qu'il faut faire un pays, un nouveau pays qui deviendra les États-Unis. Et toutes les questions épineuses sont en quelque sorte mises sous le tapis. On n'en parle pas. Cela fait d'ailleurs que la Constitution américaine est très très brève si on la compare à la Constitution française. Si vous jetez un coup d'œil sur la Constitution de 1958 ou même la Constitution de la Quatrième République, vous verrez des textes très très longs, très détaillés. La Constitution américaine, elle tient en quelques pages. Pourquoi? Parce que précisément tous les sujets épineux ont été évacués. Par exemple, le sujet de l'esclavage. Il y a des partisans de l'esclavage qui sont très nombreux et très puissants parmi les pères de la Constitution, mais il y a aussi des personnes qui sont opposées à l'esclavage ou qui estiment que l'esclavage va bientôt disparaître. Et donc on débat longuement, de telle sorte que le mot d'esclave n'est même pas prononcé, n'est même pas écrit dans la Constitution américaine. On parle de gens avec en situation particulière. Et puis la Constitution américaine accorde une valeur de 3/5 de personnes libres aux esclaves, non pas parce que ces esclaves auraient des droits, mais parce que cela donne plus de poids aux États esclavagistes. Le mot de citoyen n'est même pas écrit dans la Constitution américaine. On parle du peuple, on parle des gens, on parle des habitants du territoire. Bref, tout est flou. Tout est flou aussi en ce qui concerne des institutions importantes. Vous avez entendu parler ces temps-ci de la Cour suprême et de la possibilité pour les démocrates, s'ils reviennent au pouvoir, d'augmenter le nombre de juges à la Cour suprême l'année prochaine, parce que la Constitution ne dit rien quant au nombre de juges à la Cour suprême. D'ailleurs, ce nombre a pu varier dans l'histoire. Il est de 9 actuellement, mais il a été inférieur le plus souvent au XIXe siècle. Il est monté jusqu'à 10 à un moment donné. Donc, il suffirait d'une loi pour changer le nombre de juges de la Cour suprême. Sur les élections, c'est également très flou, puisqu'il n'y a rien à propos du suffrage universel, dans la mesure où les pères de la Constitution étaient complètement en désaccord sur la possibilité de voter. Certains disaient que tout le monde pourrait voter, indépendamment du niveau de bien, et d'autres estimaient que les gens les plus pauvres ne pouvaient pas décemment voter parce qu'être très pauvre, c'est être à la merci de quelqu'un qui voudrait acheter les voix. Et donc, lorsque l'on est pauvre, estimait-on, on n'est pas tout à fait libre. Donc, ces questions étaient extrêmement épineuses et comme pour le reste, on met ça de côté. Donc, la Constitution est très évasive sur les élections et sur les conditions pour pouvoir voter. Chaque État se débrouille comme il le veut et dès lors, à partir de la création des États-Unis, eh bien, cette règle-là va être respectée jusqu'à aujourd'hui. Les États se débrouillent pour organiser les élections. On est simplement d'accord sur le fait que l'élection doit se tenir, l'élection présidentielle, le premier mardi de novembre, mais c'est à peu près tout. Et encore, le vote a déjà commencé depuis un bon moment dans beaucoup d'États. Il y a le vote par correspondance. Ensuite, quant aux conditions de qui peut voter en particulier, cela est laissé à l'appréciation des États, de même que
l'organisation pratique du vote. Est-ce que le type de bulletin, est-ce que ce sont des machines ou pas? Ouais, toutes ces questions qui se posent aujourd'hui, elles se posaient à cette époque parce que, en fait, il y avait un désaccord sur, comme je le disais, la possibilité même du suffrage universel et donc ce qu'on entendait par le fait d'être citoyen. Un citoyen, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est n'importe quel homme libre ou est-ce que c'est un homme libre avec certaines caractéristiques? Eh bien, les États ont répondu différemment, certains États étant plus libéraux que d'autres, les États esclavagistes notamment restreignant sévèrement le droit de vote par un dispositif qu'on appelle un dispositif censitaire, c'est-à-dire un dispositif lié à des biens que possèdent les citoyens. Et donc, si on regarde la carte qui est celle de la part des votants à l'élection présidentielle par rapport à la population totale, vous voyez que cette part, au moment où les États-Unis sont promulgués, est extrêmement faible. Hein. On est légèrement au-dessus de 0%, on est du côté de quelques pourcents, et puis ça monte progressivement, vous voyez, au cours du 19e siècle, vous voyez qu'il y a vers 1820, hein, ça monte de manière un peu plus forte, parce que c'est le moment où, un suffrage plus égalitaire s'impose et où les États qui restreignaient le droit de vote aux plus riches abandonne ces dispositions progressivement, donc ça passe à peu près 10%, mais 10% c'est très faible. Et puis, vous voyez ensuite que ça, on va en reparler, que ça baisse vers 1900, hein, il y a un creux entre 1900 et 1916, 1920, qui correspond à l'exclusion du droit de vote pour la population africaine-américaine. À partir de 1920, ça monte très nettement parce que c'est le moment où les femmes obtiennent le droit de vote et donc on passe à peu près à 40%, et puis ça se maintient à peu près aux alentours de 40-45% par la suite. Hein. Donc vous voyez que les débuts sont extrêmement faibles et de fait très très peu d'Américains votent à l'élection présidentielle au début du 19e siècle. Les choses s'améliorent un peu, comme on l'a vu, mais pas de manière tout à fait nette. Le 19e siècle, c'est vraiment le siècle par lequel, en fait, le suffrage universel gagne progressivement, notamment grâce aux États de l'Ouest, parce que les États-Unis s'agrandissent progressivement vers l'ouest, en se dirigeant au-delà des Appalaches vers le fleuve Mississippi. Et les États de l'Ouest, les nouveaux États, veulent avoir attiré les migrants qui viennent de la côte Est et aussi les migrants qui viennent d'Europe. Et pour cela, ils leur promettent des terres avec des terres qui sont distribuées gratuitement, mais ils leur promettent également la possibilité de voter. Et donc, ce sont les États de l'Ouest, finalement, qui ont été les plus en avance dans l'établissement du suffrage universel masculin. J'insiste évidemment sur cette caractéristique. Par opposition aux États les plus conservateurs, qui sont les États esclavagistes, où il s'agit non seulement, évidemment, cela va de soi, de mettre à l'écart la population esclave, ça c'est une évidence, mais également de mettre à l'écart la population blanche pauvre qui est vue comme possiblement séditieuse, en tout cas susceptible de voter pour des candidats qui réclameraient des changements structurels dans le système socio-économique. Et donc, il y a bien des contrastes très forts d'un bout à l'autre du pays, mais vous voyez déjà le contraste qu'il y a et puis la variété de situations entre des États où on vote extrêmement facilement, par exemple le Wisconsin, dans les années 1850, qui est un État où beaucoup de migrants allemands s'installent. Milwaukee, c'est une grande ville allemande aux États-Unis, c'est la capitale de la bière aussi, entre parenthèses. Eh bien, dans cet État,
on distribue le droit de vote avant même d'obtenir la citoyenneté américaine. Les migrants allemands qui arrivent peuvent tout de suite voter au moins aux élections municipales et puis très rapidement à l'élection présidentielle. Dans certains États, comme l'État de New York aussi, la citoyenneté s'obtient très très rapidement parce que les partis qui contrôlent la ville de New York essayent d'avoir un maximum de votes en contrôlant des groupes entiers de migrants qui arrivent, par exemple les migrants irlandais qui débarquent à partir de 1848 et de la famine des pommes de terre et qui transforment la ville de New York ou bien la ville de Boston. Donc c'est une progression assez lente du suffrage universel, mais ce suffrage dit universel, qui ne l'est guère quand même, mais il l'est plus qu'en Europe, puisque Tocqueville, qui voyage aux États-Unis au début des années 1830, eh bien, remarque que les plus pauvres peuvent voter, mais en fait pas partout, comme je l'ai dit, mais les États-Unis, disons, sont en contraste avec des suffrages encore plus restreints en Grande-Bretagne ou en France, dans un cadre très sévèrement censitaire. Il y a une population, ou plutôt deux groupes, qui sont radicalement exclus du droit de vote. Le premier, c'est celui de la population africaine-américaine, de la population noire américaine, qui est dans son immense majorité esclave. Donc, le droit de vote n'est pas possible, évidemment, pour les esclaves dans le sud des États-Unis. Il y a quelques Africains-américains libres qui votent dans le nord, mais ils comptent pour pas grand-chose, ils ne sont pas très nombreux. Et vous savez bien sûr que la guerre de sécession qui commence en 1861, c'est la guerre qui porte sur la question de l'esclavage. En réalité, lorsque la guerre de sécession commence, Lincoln n'est pas pour l'abolition de tous les esclaves aux États-Unis. Il souhaite simplement la fin de la sécession, que les États du Sud regagnent le giron des États-Unis qu'ils avaient quittés au début 61, après l'élection de Lincoln. Et puis, c'est chemin faisant pendant la guerre que la position de Lincoln va se radicaliser, en quelque sorte, et que Lincoln, à partir de 1862-63, va devenir non seulement le président qui veut réunir les États-Unis divisés, mais aussi le président qui veut abolir l'esclavage. Et donc, la guerre de sécession, qui commence comme une guerre de restauration, devient progressivement une guerre révolutionnaire. Mais Lincoln, en 1863, lorsqu'il se rallie à la perspective de l'abolition de l'esclavage, réfléchit beaucoup au statut des futurs affranchis, des anciens esclaves, et il hésite beaucoup quant à la question du droit de vote. Faut-il accorder le droit de vote aux anciens esclaves? Il n'en est pas sûr, parce que si Lincoln est philosophiquement opposé à l'esclavage, il est aussi un homme de son temps avec des conceptions racistes très fortes et il n'estime pas que tous les hommes se valent, quelle que soit la couleur de peau. Mais il est assassiné de toute manière au printemps 1865 et donc il ne voit pas l'après-guerre et les discussions qui s'élaborent au Congrès des États-Unis quant au sort des affranchis. Ils ne sont plus esclaves, ça c'est le 13e amendement à la Constitution, ce fameux 13e amendement qui a été illustré par un film de Spielberg, si ma mémoire est bonne, il y a quelques années, Lincoln, où on voit bien les batailles au sein du Congrès pour que ce 13e amendement soit voté. Mais si le 13e amendement abolit l'esclavage, il ne dit rien de ce qu'on fera des anciens esclaves. Et donc, il y a des votes et des débats qui se traduisent par deux nouveaux amendements, le 14e et le 15e amendement, en 1867 et 1869. 14e amendement qui, pour la première fois, prononce le mot de citoyen, écrit le mot de citoyen et ajoute ce mot
dans la Constitution américaine, vous vous souvenez que dans la Constitution de départ, le mot n'était pas écrit. Un citoyen, tous les Américains libres sont citoyens, dit le 14e amendement, et le 15e amendement enfonce le clou, en quelque sorte, en garantissant le droit de vote. Donc le 15e amendement est le premier amendement qui parle spécifiquement du droit de vote dans la Constitution américaine, et il est salué par la population noire américaine comme un amendement aussi important que le 13e amendement qui avait aboli l'esclavage quelques années plus tôt. Que va-t-il donc se passer pour les nouveaux citoyens que sont désormais les Noirs américains? Eh bien, dans un premier temps, ils votent et ils se dépêchent même de voter. Le fait de voter est un acte important qui signale une nouvelle dignité politique et de fait, la population anciennement esclave vote, les hommes bien entendu, votent en dépit des difficultés et des menaces qui sont opérées par des groupes suprémacistes comme le Ku Klux Klan, fondé en 1866 et qui a justement pour objectif d'intimider, d'effrayer, de tuer souvent les électeurs et les élus qui ont le courage de se présenter devant la population citoyenne dans des États à majorité noire comme l'Alabama, le Mississippi ou la Caroline du Sud. Il y a de très nombreux élus noirs. Le Mississippi envoie au Congrès de Washington 2 sénateurs africains-américains dans les années 1870. Et donc, il y a une vie politique noire dans le sud des États-Unis qui est tout à fait importante à ce moment-là. Mais ce printemps démocratique, même entaché par les menaces des groupes suprémacistes dont je parlais, ce printemps démocratique se referme assez rapidement vers 1877, lorsque l'armée du Nord, l'armée fédérale, qui occupait le Sud militairement, se retire. Elle se retire à la suite d'un compromis après une élection présidentielle particulièrement serrée en 1876. Le compromis, c'est que les républicains gardent la Maison-Blanche, mais que l'armée quitte le sud des États-Unis. Et donc, lorsque l'armée quitte le sud des États-Unis, la conséquence, bien entendu, c'est que les anciens propriétaires d'esclaves qui avaient gardé leurs terres reprennent du poil de la bête et retrouvent des positions de pouvoir qu'ils avaient perdues, en particulier dans les États à majorité noire. Et donc, à partir de 1877, de la fin de la reconstruction, eh bien, la fenêtre démocratique se referme et se met en place donc un double système. D'abord celui de la ségrégation, c'est-à-dire la séparation raciale dans tous les domaines de la vie, que ce soit d'abord les transports, les écoles, cela va de soi, mais aussi tout le reste, les hôpitaux, les ascenseurs au XXe siècle, les cimetières, enfin, les commerces, tout ce à quoi vous pouvez penser. Ça, c'est la ségrégation, une sorte de mur invisible qui sépare les uns et les autres. Et puis, l'autre volet qui se met en place dans les années 1890, c'est l'exclusion du droit de vote. Alors, vous allez me dire, l'exclusion du droit de vote, comment faire? Puisque, en principe, le 15e amendement garantit la possibilité d'exercer ses droits civiques. Eh bien, à partir des années 1890, les États du sud des États-Unis vont inventer des subterfuges, des stratagèmes juridiques permettant d'écarter la population indésirable des urnes. En effet, ils vont mettre au point toutes sortes de systèmes. Par exemple, on va instituer une poll tax, une sorte d'impôt qui va donc assortir l'inscription sur la liste électorale d'une somme à payer qui est pas forcément très élevée, mais qui est suffisamment élevée pour décourager la population pauvre,
c'est-à-dire la population noire, mais aussi une partie de la population blanche pauvre. Ça, c'est la poll tax. Je vais vous montrer d'ailleurs voilà, un bon de poll tax en 1918 en Louisiane, vous voyez, qui indique que une somme de 1 $ a bien été versée, ce qui autorise l'exercice du droit de vote pour l'année 1918. Voilà une possibilité. Une autre possibilité, ce sont les fameux tests de lecture, les tests d'alphabétisation où on doit passer un examen où un officiel pose des questions sur la Constitution des États-Unis et toutes sortes de questions dont vous pouvez imaginer qu'elles sont particulièrement difficiles et même insolubles, à tel point qu'un professeur de droit constitutionnel ne pourrait pas y répondre pratiquement. Aujourd'hui aux États-Unis, il y a des enseignants en histoire ou en droit qui s'amusent, si j'ose dire, en tout cas de manière pédagogique, à donner à leurs étudiants, à poser à leurs étudiants les questions que l'on posait aux candidats au droit de vote, à l'exercice du droit de vote en tout cas, et ce sont des questions extrêmement difficiles. Je vous montrerai un petit extrait tout à l'heure du film Selma, qu'on aurait dû voir ensemble dans de meilleures circonstances, où l'on voit Oprah Winfrey qui joue cette femme qui veut s'inscrire sur les listes électorales à Selma dans l'Alabama, et vous verrez les questions que l'officiel, le fonctionnaire lui pose. Les questions sont évidemment faites pour qu'elle ne puisse pas y répondre. Une autre manière d'écarter les citoyens du droit de vote qui fonctionne quelques années au début du XXe siècle, avant d'être invalidée par la Cour suprême. C'est un moyen particulièrement baroque, si l'on peut dire, c'est la loi du grand-père. La loi du grand-père précise que ne peuvent voter que les personnes dont le grand-père pouvait voter, ce qui est une manière évidemment d'écarter les descendants d'esclaves dont le grand-père, par définition, ne pouvait pas voter. Ça, c'est fait pour permettre aux électeurs blancs pauvres de voter, puisque en principe, leur grand-père, lui, pouvait voter, mais la Cour suprême écarte cela vers 1915. Et donc, au cours du XXe siècle, c'est une combinaison finalement d'impôts censitaires, hein, de poll tax, et puis d'examens constitutionnels, de savoirs constitutionnels qui sont utilisés pour écarter la population noire du droit de vote. Et ça marche très bien, en quelque sorte, puisque cette population-là ne peut pas voter, ou dans des proportions tellement réduites que ça ne compte pas, avant le milieu des années 60. Alors là, vous voyez sur cette carte, justement, vous voyez la carte des lois d'exclusion du droit de vote des Noirs américains, hein, qui correspond tout à fait au sud des États-Unis, avec en plus le Colorado, hein, qui s'est ajouté à cela, mais qui correspond aux États du sud anciennement confédérés de la guerre de sécession. Et vous voyez qu'il y a un mélange de poll tax, de literacy test, donc ça c'est le test d'alphabétisation ou de savoir constitutionnel. Et puis pour faire bonne mesure, il y a des États qui mélangent les deux mesures selon les États. De toute manière, tout cela est fait pour obtenir une situation qui peut paraître ubuesque d'un point de vue strictement constitutionnel et politique, qu'on a du mal à comprendre tout à fait, c'est-à-dire le fait d'être citoyen
la population noire américaine est bien reconnue comme étant une population de citoyens, mais des citoyens qui n'ont pas les droits civiques. Hein. Privés du droit civique, la citoyenneté ne passe pas par l'exercice du droit de vote, même si, en principe, le 15e amendement garantit le droit de vote, mais on y ajoute en quelque sorte des conditions qui, normalement, devraient être jugées anticonstitutionnelles, mais la Cour suprême de la fin du 19e siècle est une Cour suprême qui se moque en réalité de cette question-là. La Cour suprême ne s'intéresse pas aux droits des personnes. En réalité, c'est une Cour suprême qui est surtout motivée par les droits de propriété, en quelque sorte, et par le bon fonctionnement d'un système qui demeure très élitiste d'un point de vue politique. Et donc, à la fin du 19e siècle, la population noire se trouve exclue du droit de vote, ce qui est tout à fait essentiel, parce que lorsqu'on ne vote plus, on ne pèse plus, on n'a plus d'élus, et quand on n'a plus d'élus, on ne pèse plus sur les décisions locales qui sont prises à votre détriment. Par conséquent, la privation du droit de vote vient en quelque sorte parachever vers 1900 ce qui s'était mis en place quelques années plus tôt, c'est-à-dire un nouveau système d'exploitation et de domination qui n'est pas l'esclavage, nous sommes d'accord, mais qui n'est pas non plus la liberté. Et cela a une conséquence tout à fait évidente, c'est le départ massif de la population noire du Sud vers les villes du Nord. C'est la grande migration, il y a des raisons économiques aussi, mais là, ce sont des raisons politiques. La grande migration qui commence dans les années 1910 et qui a pour effet de voir apparaître des grands quartiers noirs dans le nord des États-Unis, Harlem par exemple, à New York, le South Side à Chicago, les grands quartiers noirs de Detroit, et aussi de toutes les villes industrielles où cette population peut voter, parce que dans le nord des États-Unis, les lois de privation des droits civiques n'existent pas, et donc la population noire qui s'installe dans le nord retrouve ses droits civiques. Population masculine, bien entendu, en tout cas jusqu'en 1920, parce que l'autre groupe qui ne peut pas voter, c'est bien sûr celui des femmes, puisque les femmes américaines ont fait cette année le centenaire du 19e amendement qui a permis aux femmes américaines d'exercer leur droit de vote. Et cet exercice du droit de vote, eh bien, il garantit donc en 1920, il conclut une longue mobilisation des Américaines pour le droit de vote qui, en fait, commence dès le milieu du 19e siècle. Il y a une fameuse convention qui réunit des femmes Quakers. Les Quakers sont très en pointe, la religion Quaker sur le sujet, dans une petite ville de l'État de New York qui s'appelle Seneca Falls. Et à Seneca Falls, 200 femmes se retrouvent en 1848 pour discuter de leurs droits civiques. Ces femmes, ce sont des femmes qui sont engagées dans deux combats qui sont tout à fait essentiels pour comprendre l'émergence du féminisme politique américain. Le premier, c'est celui de l'abolitionnisme. En effet, l'abolitionnisme, pour l'abolition de l'esclavage, a été très structuré par le militantisme des femmes. C'est très important, cela. C'est vrai aussi en Angleterre, d'ailleurs. Les femmes ont été plus réceptives au sort des esclaves et elles se sont mobilisées plus que les hommes pour l'abolition de l'esclavage. Elles voyaient aussi peut-être des similitudes entre les chaînes des captifs et puis les chaînes qu'elles estimaient avoir elles aussi, pas les chaînes de l'esclavage, mais des chaînes aussi qui étaient des chaînes de domination, d'exploitation et de violence symbolique. Et puis la deuxième cause qui motivait les femmes, c'était la cause de la tempérance, c'est-à-dire de l'abolition, ou en tout cas d'abord de la restriction de la consommation d'alcool, qui était vue comme pénalisant les mères en particulier et précipitant les ménages dans la misère et la ruine. Et au fond, l'histoire
du droit de vote féminin, elle va en parallèle de l'histoire de la tempérance, puisque l'alcool est aussi interdit, de fait, la même année que les femmes obtiennent le droit de vote en 1920. La prohibition commence à ce moment-là, et les femmes ont joué un rôle essentiel dans la mise en place de la prohibition qui se fait progressivement à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Mais la prohibition se termine en 1933, contrairement au droit de vote des femmes, fort heureusement. Donc ces deux causes vont de pair, et après l'abolition de l'esclavage, d'ailleurs, les femmes estimaient qu'elles avaient la possibilité de voter, puisque le 15e amendement en principe, garantissait le droit de vote. Mais la situation juridique des femmes était très floue en réalité. Est-ce qu'elles étaient vraiment citoyennes? Ça n'était pas sûr du tout, et donc il y a une immense déception dans le fait que le 15e amendement, finalement, n'a pas été ouvert à la population féminine, et on connaît l'importance de la mobilisation de ces associations disons, de suffragettes, si vous voulez, en tout cas associations suffragistes à la fin du 19e siècle, avec des femmes extrêmement organisées qui réclament le droit de vote et qui l'obtiennent, comme je disais, en 1920, après la Première Guerre mondiale, qui joue un rôle tout à fait important, puisque les femmes obtiennent des positions dans l'appareil économique, industriel en particulier, qu'elles n'avaient pas avant-guerre, et démontrent là, évidemment, s'il en était besoin, leur utilité économique. Donc, le droit de vote des femmes est acquis en 1920, mais vous voyez que aux alentours de 1910, hein, là aussi, on avait une marqueterie de situation, puisque dans l'ouest des États-Unis, les femmes pouvaient voter pour toutes les élections. Dans quelques États, pour certaines élections locales ou bien les élections municipales, dans le sud en particulier, ou bien elles n'avaient aucun droit de vote également dans l'est du pays. Donc, y compris pour les femmes, on avait aussi une situation extrêmement diverse qui montre bien et qui enfonce le clou de ce que je disais tout à l'heure à propos de la diversité des situations, de l'absence de règles fédérales qui imposeraient des règles de droit de vote et puis de participation électorale. Aux États-Unis aujourd'hui, il n'y a toujours pas, par exemple, de commission fédérale hein, qui serait en charge des opérations de vote. Chaque État se débrouille comme il le veut. Alors, si l'on revient à l'autre population qui est durablement exclue, c'est la population noire américaine, et le tournant, c'est celui des années 60 et du mouvement pour les droits civiques. Le mouvement pour les droits civiques, en effet, qui, sous la houlette de Martin Luther King, surtout à partir de 1955-56, et je sais qu'à Pessac, à l'Unipop, on a vu, j'y ai participé, beaucoup de films qui sont liés à cela, hein, qui sont liés aux droits politiques de la population noire américaine. Le mouvement pour les droits civiques, lui aussi, a deux volets. C'est à la fois faire chuter la ségrégation dont je parlais tout à l'heure, mais aussi obtenir le droit de vote. C'est tout à fait essentiel, et ce droit de vote, il est obtenu à l'issue d'une énorme mobilisation qui culmine en 1965 à Selma, dans l'Alabama, dont je parlais tout à l'heure, et qui se conclut par la signature d'une loi très importante, magnifique d'ailleurs dans sa rédaction. C'est un très beau, c'est un monument du droit civique américain. C'est la loi sur le droit de vote, hein, sur les droits civiques, votée en août 1965. Elle est votée à l'issue et on voit sur cette photographie le président Johnson qui signe cette loi dans un salon du Congrès. Ce n'est pas à la Maison-Blanche. Cette loi, elle est votée à l'issue d'une mobilisation qui a été extraordinaire. Je parlais de Selma tout à l'heure parce que en mars 1965, dans cette petite bourgade poussiéreuse de l'Alabama, au bord du fleuve Alabama, justement, qui déroule ses méandres jusqu'au golfe du Mexique, jusqu'à Mobile,
à l'embouchure du fleuve. Eh bien, Selma, ville de coton, entourée par les champs de coton, était une de ces petites villes où des militants des droits civiques se sont installés. Ils s'installaient un peu partout dans le sud des États-Unis pour essayer d'organiser collectivement la population noire. Et puis, certains de ces militants se sont donc installés à Selma début 1964. Ils essayent eh bien, par exemple, d'emmener des électeurs ou des candidats au vote pour voter. Donc, on les emmène chaque mois et puis, bien entendu, ils essuient un refus, mais c'est une manière de tester les autorités locales, de conscientiser politiquement une population qui est une population pauvre à Selma, qui vit essentiellement des ressources rurales de la région aux alentours. Le coton s'est beaucoup réduit vers 1965, mais c'est une petite bourgade qui vivote et dont personne n'a entendu parler. Et c'est là que Martin Luther King, notamment John Lewis aussi, qui est mort récemment, décide d'organiser une grande marche qui va de Selma jusqu'à Montgomery, la capitale de l'Alabama, il y a à peu près 60 kilomètres, pour réclamer le droit de vote. La première tentative, c'est le fameux dimanche sanglant de Selma, en mars 1965, se heurte à la police de l'État d'Alabama sur un fameux pont qui enjambe le fleuve Alabama à Selma, le pont Edmund Pettus, pont qui est devenu célèbre. C'est un des ponts les plus célèbres aujourd'hui de l'histoire américaine, on peut dire, parce que les manifestants ont été chargés, culbutés par la police de l'Alabama qui a chargé à cheval et avec des battes et des bâtons et tout ce qu'on voudra, et s'est mise à taper très dur sur les manifestants. John Lewis, justement, fameux militant, est tombé et il a raconté plus tard qu'il pensait mourir. Hein. Tant on s'acharnait sur lui, puis il avait une fracture du crâne, etc. Et puis ensuite, il est mort finalement très, très récemment, mais cette fameuse charge sur le pont Edmund Pettus, que l'on voit très bien dans le film Selma, si vous avez l'occasion de le voir, est un des événements tragiques de l'histoire américaine. Et puis, il y a une autre tentative qui ne marche pas, et puis la troisième est la bonne. Et donc, la marche dure plusieurs jours jusqu'à Montgomery. Et à Montgomery, King fait un célèbre discours, un discours dont il a le secret, un discours enflammé, où il explique que le droit de vote, c'est quelque chose d'absolument essentiel et qu'il voudrait que la population noire de l'Alabama, comme celle du Mississippi, de Louisiane, de Géorgie, de Floride, de tous ces États, puisse exercer pleinement sa qualité de citoyen et de citoyenne. Et c'est un de ces grands discours qui appelle à l'égalité, finalement. Et puis au retour de la marche de Selma, il y a une jeune femme, parce qu'il y avait des militants qui étaient venus du Nord pour appuyer et puis marcher en soutien à ces demandes. Et cette jeune femme, Victoria Luzzo, elle était de Chicago, c'était une mère de famille, comme tant d'autres, qui était descendue en voiture, comme ça elle pouvait convoyer les gens, elle pouvait faire du militantisme à Selma. Elle ramène des militants chez eux depuis Montgomery jusqu'à Selma. Et puis, sa voiture, le soir, à quelques kilomètres de Selma, dans les champs, sa voiture est bloquée par une voiture du Ku Klux Klan, hein, qui l'a repérée. Le Ku Klux Klan tire sur la voiture de Victoria Luzzo et la jeune femme est tuée. Hein, et donc, si vous allez à Selma aujourd'hui, vous trouverez il y a une stèle à la mémoire de Luzzo, de cette jeune femme qui avait une trentaine d'années, qui avait 3 enfants, si ma mémoire est bonne. Le passager africain-américain qui était à ses côtés
a eu la vie sauve parce qu'il a fait semblant d'être mort. Donc, les tueurs qui ont inspecté la voiture avant de s'enfuir ne l'ont pas achevé. Cette histoire est devenue une histoire très, très célèbre, la mort de Victoria Luzzo aux États-Unis. Et elle a aussi été très commentée dans tous les États-Unis. Elle a un peu accéléré aussi le dépôt de cette loi en août 1965 qui interdit les stratagèmes dont je parlais visant à empêcher le droit de vote. Alors justement, puisque je parle du film Selma, je vais vous en montrer un petit extrait qui va vous donner une idée de la manière dont les choses se passaient pour une femme, une candidate à l'exercice du droit de vote. Alors, j'essaie de retrouver mon écran. Voilà, c'est un petit extrait qui va vous donner une idée. Pardon, je reviens. Voilà. You work for Mr. Dunn down at the rest home, ain't that right? Yes, sir. Wonder what old Dunn will say when I tell him one of his gals down here stirring a fuss. I ain't stirring no fuss. I'm just here trying to register to vote. Recite the Constitution's preamble. You know what a preamble is? We the people of the United States, in order to form a more perfect union. How many county judges in Alabama? 67. Name them. Voilà, cet extrait vous montre évidemment l'iniquité parfaite de la procédure. Ça se passe à Selma et Selma est devenue la ville emblématique des droits civiques. Et donc, à partir de 1965, on pourrait estimer que la question du droit de vote est définitivement réglée. D'ailleurs, la loi est très bien faite parce que les législateurs américains savent bien que dans le Sud, on pourrait s'ingénier à trouver des dispositifs qui, de fait, parviendraient à restreindre l'exercice du droit de vote, comme à la fin du XIXe siècle, après le vote du 15e amendement dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, la loi de 1965 prévoit également, dans la sagesse, dans sa grande sagesse, c'est un autre extrait de film dont je vais me débarrasser tout de suite pour ne pas avoir le son et le bruit, pardon. La loi de 1965, dans sa grande sagesse, alors j'espère que là, je ne sais pas si vous voyez toujours là, du coup. Attendez, je vais repartager l'écran pour être sûr. Voilà. Et voilà. Cette loi de 65 prévoyait également de placer sous surveillance les États du Sud qui s'étaient si mal comportés auparavant. Et donc, une commission du ministère de la Justice et puis un juge fédéral de Washington, D.C. étaient en charge de cela, et les États du Sud, en l'occurrence, avaient interdiction de toucher à la loi électorale locale sans approbation préalable de cette commission fédérale. On se méfiait réellement de ces États qui s'étaient ingéniés pendant si longtemps à priver la population africaine-américaine du droit de vote. Or, ce qui est advenu depuis, c'est une décision très importante de 2013 de la Cour suprême, la décision Shelby, du nom d'ailleurs d'une petite ville toujours de l'Alabama, à proximité de Birmingham, la grande ville de l'Alabama. Lorsque la Cour suprême, qui est beaucoup plus conservatrice en 2013 qu'elle ne l'était dans les années 60,
ça vise de dire que finalement, on n'est plus dans les années 60, on est en 2013, que la vie a changé dans les États du Sud et que donc les dispositions de surveillance, de supervision fédérale dont je parlais, que ces dispositions étaient en quelque sorte inutiles et même un peu humiliantes pour les États concernés. Et donc la Cour suprême a invalidé cette partie de la loi de 1965 qui plaçait les États du Sud sous surveillance. Cette partie, c'est la partie 5 de la loi de 1965. Et donc depuis 2013, les États, quels qu'ils soient d'ailleurs, ont de nouveau les mains libres pour agir à leur guise. Et ça, c'est très important puisque la première élection présidentielle qui est survenue après la décision de 2013, c'est bien entendu l'élection de Trump en 2016. Et aujourd'hui, l'élection qui va survenir, c'est la deuxième élection présidentielle qui survient après la décision de 2013. Et donc, les États sont beaucoup plus libres qu'avant 2013. Et de fait, ils en ont profité très, très largement pour intervenir. Et vous voyez cette manifestation-là, 50 ans après Selma, le droit de vote est toujours une question, une manifestation il y a quelques années. Alors si on regarde les cartes, eh bien, on voit justement que je traduis le disenfranchisement, c'est le fait de priver des droits civiques. Alors ça, c'est pas 2010, c'est 2015, hein, c'est après l'arrêt. Et vous voyez qu'il y a donc en clair des États où il n'y a aucune restriction, et puis il y a des États où il y a des restrictions qui dépassent les 20% de la population noire, hein, qui a perdu le droit de vote. Alors vous voyez la Floride, par exemple, vous voyez aussi la Virginie, le Kentucky. Il y a des États aussi où que je vois l'Alabama, enfin les États du Sud, le Texas, des États aussi du centre-ouest. Hein. Vous voyez, il y a un État comme le Wyoming, par exemple, et puis des États comme le Nevada ou comme l'Arizona. Ce sont des États, vous pourriez penser, dans le Wyoming, la population africaine-américaine est vraiment très, très faible. Mais en fait, ce n'est pas que la population africaine-américaine. Là, ce sont aussi les États qui correspondent à la population amérindienne. Hein. La population amérindienne est aussi touchée par ces lois. Alors, comment les choses se passent-elles aujourd'hui? On ne peut pas revenir à la poll tax ou bien au test d'alphabétisation comme on l'a vu il y a un instant. Ça, c'est vraiment interdit depuis 1965. Mais l'exercice du droit de vote, ce sont aussi des conditions matérielles qui le permettent. C'est de savoir, par exemple, s'il y a suffisamment de bureaux de vote, pas trop loin de chez soi pour que ce soit pas trop compliqué de voter. Or, il y a des États qui ont supprimé à tour de bras le nombre, les bureaux de vote, notamment dans les quartiers qui votent mal, si j'ose dire, les quartiers de minorité où l'exercice, le fait de voter devient compliqué. Il y a toutes sortes de controverses, par exemple au Texas, en ce moment, à propos du vote par anticipation, qui existe depuis longtemps aux États-Unis, qui est fait pour favoriser la participation électorale. Or, les autorités républicaines du Texas ont supprimé les bureaux de vote qui existaient en arguant que ces bureaux de vote pouvaient favoriser la fraude. Et donc, le vote par anticipation a été un peu limité au Texas, mais les gens veulent tellement voter qu'ils sont prêts souvent à attendre plusieurs heures avant de glisser leur bulletin dans l'urne. Il y a une autre disposition qui permet de limiter le droit de vote, ça consiste à demander des papiers d'identité lors de l'inscription sur les listes électorales. Aux États-Unis, il n'y a pas de carte d'identité, donc généralement, les gens s'inscrivent avec leur permis de conduire, puisque les passeports, il y a une faible partie de la population américaine qui a un passeport, puisqu'il faut encore avoir la possibilité de voyager à l'étranger. Ça n'est pas donné à tout le monde.
Donc, les gens s'inscrivent avec leur permis de conduire, mais il y a des États du Sud, comme l'Alabama, par exemple, qui ont rendu le renouvellement du permis de conduire très difficile. Il faut aller au département des véhicules à moteur, à Montgomery, il y a des horaires très particuliers. Ce n'est pas pour que les gens conduisent moins, c'est pour qu'ils votent moins. On leur demande en effet un papier d'identité avec une photo. Donc, papier d'identité avec photo, c'est justement, le permis de conduire. Donc, c'est compliqué. Puis, il y a des gens qui n'ont pas le permis de conduire. Donc là, c'est encore plus compliqué pour ces personnes. Et puis, on raye aussi des listes électorales en arguant qu'il y a des gens qui sont mal inscrits. Il y a eu une controverse il y a quelques années dans le Missouri à propos d'un chien, puisque les républicains, pour ridiculiser l'inscription sur les listes électorales, ont prétendu que des animaux domestiques, et il y avait une histoire de berger allemand de la ville de Saint-Louis, étaient inscrits sur les listes électorales. L'histoire a fait mouche, tout le monde en a parlé dans les nouvelles nationales. Le journal local a enquêté pour savoir s'il y avait bien un chien qui était un berger allemand qui était inscrit. En fait, pas du tout. Mais l'idée que lorsque l'on élargit la possibilité de voter, cela favorise la fraude, cette idée-là est agitée par les républicains depuis longtemps, bien avant l'élection de Trump en réalité. Et puis, il y a d'autres restrictions, par exemple, au vote par correspondance. Le vote par correspondance, il existe depuis très longtemps aux États-Unis, puisqu'il avait été créé initialement pendant la guerre de sécession pour permettre aux soldats mobilisés sur le front de voter. C'était d'abord à destination des militaires. Et puis, finalement, ce qui s'est passé, c'est que ce vote par correspondance a été élargi dans les années 60 pour permettre à celles et ceux qui sont loin dans les campagnes ou qui sont malades ou qui ont un empêchement pour une raison ou pour une autre de pouvoir voter, pour permettre aussi aux Américains vivant à l'étranger, ils sont 6 millions, de pouvoir voter. Et c'est le vote par correspondance, vous le savez, qui est visé par Trump de façon très, très insistante, puisqu'il insinue que ce vote par correspondance est un système de fraude généralisé, organisé par les démocrates pour l'expulser de la Maison-Blanche. Il y a des études très sérieuses qui ont été faites sur des vastes segments de vote par correspondance. L'une a été faite par l'université de Stanford, des chercheurs de cette université en tout cas, qui ont montré que le vote par correspondance, en fait, que la fraude par ce moyen-là était pratiquement voisine de zéro, en tout cas qu'elle est tout à fait ridicule. D'une manière générale, la fraude, que ce soit en France, aux États-Unis, dans les vieilles démocraties, on va dire, et la fraude est très réduite, hein, la fraude par le bas. Il y a une fraude par le haut qui peut exister dans des pays autoritaires, bien sûr, mais les gens fraudent rarement. Par le bas, il y a aussi il y a des élus locaux qui peuvent bourrer les urnes, etc. Mais ce que dénonce le Parti républicain, c'est-à-dire un système de fraude organisé permettant notamment à des non-citoyens, voire à des non-humains de voter, n'a jamais été prouvé. Lorsque Trump a été élu il y a 4 ans, il a été élu, vous savez, en ayant 2,8 millions de voix de moins que Hillary Clinton, en raison du système indirect. Eh bien, il a expliqué qu'en réalité, cet écart était dû à des migrants non-citoyens illégaux qui avaient voté pour Hillary Clinton. Il y a une commission qui s'est penchée sur la question, et puis en réalité, on s'est aperçu que personne n'avait voté de manière illégale, ou en tout cas que c'était tout à fait réduit. Donc, le Parti républicain, en fait, vise à réduire la participation électorale. Pourquoi vise-t-il donc à réduire la participation électorale ? Eh bien, c'est parce que, d'une manière générale, plus la participation électorale est importante, plus elle inclut des groupes qui tendent à voter démocrates contre les républicains. Ce sont des groupes qui par exemple, les jeunes américains, comme les jeunes français d'ailleurs, votent moins que la population plus âgée. Ce sont les minorités qui votent moins que la population majoritaire. Bref, ce sont tous les groupes qui sont un peu plus en situation plus instable
ne serait-ce que d'un point de vue géographique, par exemple pour les étudiants, ou en situation plus fragile d'un point de vue social. Lorsque l'on est très pauvre, on a parfois d'autres chats à fouetter que de s'inscrire et de voter. Il ne faut pas oublier non plus la population des détenus. Il y a 2,5 millions de prisonniers aux États-Unis qui ne peuvent pas voter, contrairement à la France, où les 70 000 détenus peuvent voter à quelques milliers près. Ça ne veut pas dire qu'ils le font, mais la privation des droits civiques ne va pas de soi, ne va pas avec une peine pénale de prison. Et puis, il y a des États où les anciens détenus ne peuvent pas voter. Donc, on peut être à la fois sorti de prison et en même temps être privé de ses droits civiques. Il y a toute une bataille judiciaire actuellement en Floride pour savoir si les anciens détenus, d'ailleurs, on a la réponse qui est négative, en tout cas pour cette élection, si les anciens détenus peuvent voter. Donc, il y a la volonté de restreindre autant que possible l'électorat parce que le Parti républicain a un problème sociologique qui est tout à fait pressant, c'est que sa base électorale se réduit. C'est une base électorale qui est plus âgée, plus blanche que la moyenne. Or, la population américaine tend aujourd'hui à être plus hispanique. Le groupe des hispaniques augmente fortement, le groupe des Africains américains augmente plus légèrement. Il y a aussi la population originaire d'Asie qui augmente. Et ces groupes-là sont des groupes qui votent soit massivement, soit assez largement démocrates. Donc le Parti républicain, au lieu, en fait, il y avait 2 stratégies qui ont été examinées après la défaite de Mitt Romney en 2012. Soit le Parti républicain s'ouvre en direction de cette population dynamique d'un point de vue démographique s'il veut survivre et s'il veut pouvoir conquérir ou reconquérir le pouvoir, soit le Parti républicain essaie de limiter au maximum la participation électorale des groupes qui lui sont plutôt défavorables. Et c'est cette seconde voie, finalement, qui a été choisie depuis 2012, un Parti républicain arc-bouté sur sa base électorale qui tend à se réduire, comme je disais, et qui essaie au maximum d'empêcher la participation électorale des groupes qui lui sont en moyenne plutôt hostiles. Et donc ça se traduit par ces mesures extrêmement subtiles, si vous voulez, dans l'organisation du vote, y compris d'ailleurs, il y a un livre qui vient de paraître là-dessus, dans la manière dont les bulletins de vote sont conçus. Les bulletins de vote peuvent être conçus de manière à tromper les électeurs avec des noms et puis des petites cases à cocher, mais les cases sont disposées de manière à ce qu'un électeur qui ne fait pas trop attention peut se tromper et voter à l'inverse de ce qu'il souhaite. Donc, il y a ce qu'on appelle le ballot design, la conception des bulletins de vote qui, elle aussi, peut être un outil permettant de brouiller le résultat. Et il est probable que dès demain soir, des controverses jaillissent à propos de la participation électorale, mais aussi de ces millions, on approche maintenant des 100 millions de bulletins de vote par anticipation, soit par correspondance, soit le vote physique par anticipation, puisque Donald Trump, le président sortant, a annoncé que les résultats devaient être proclamés dès demain soir. Or, les résultats d'une élection présidentielle aux États-Unis ne sont jamais connus réellement avant plusieurs jours. Les résultats que l'on a, ce sont des résultats de sondages sortis des urnes. Ce ne sont pas les résultats réels, parce qu'il faut compter les bulletins. C'est un grand pays, ça prend du temps, et il y a des États qui mettent parfois plus d'une semaine à compter tous leurs bulletins. Donc, ce que Trump veut à tout prix essayer de faire, c'est se proclamer réélu dès les premiers résultats demain soir, des premiers résultats qu'il espère favorables, ce qui lui permettrait d'annoncer tout de suite sa victoire et d'invalider les millions, les dizaines de millions de bulletins encore à compter. Voilà le pari qu'il fait en quelque sorte, puisqu'il a déjà
il a déjà pris en considération le fait qu'il sera derrière son concurrent démocrate du point de vue du nombre de votes stricts, du point de vue du vote populaire, et que dans certains États, il risque de perdre des États qu'il avait gagnés de justesse la dernière fois. Donc, il a intérêt à interrompre les opérations le plus rapidement possible et à se proclamer vainqueur. Donc, la question va se poser de manière très grave demain. On va voir ce qui va se passer, mais cette question du fait de pouvoir voter n'est pas une question réglée aux États-Unis, c'est une question qui traverse. Vous avez vu l'histoire des États-Unis, ce n'est pas une question qui serait éteinte aujourd'hui, même si personne, d'un point de vue strictement juridique, ne pourrait interdire le droit de vote. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, mais si le droit de vote est remis en cause aux États-Unis, comme d'ailleurs dans certains pays, dans ce qu'on appelle les démocraties illibérales, c'est justement par ces dispositions pratiques qui rendent son exercice pratique difficile, qui le paralysent ou qui mettent des bâtons dans les roues de celles et ceux qui essaient d'inscrire la population sur les listes électorales. Il y a des observateurs, il y a des personnes aux Nations Unies, par exemple, qui ont suggéré que les élections américaines soient placées sous un mandat international, hein, qu'il y ait des observateurs internationaux, comme dans les pays qui accèdent à la démocratie, hein, avec des observateurs internationaux qui vérifient les opérations électorales. On est un peu à bout de souffle d'un système qui, comme je l'ai dit, a été conçu au départ parce qu'il fallait s'accorder sur un minimum et puis lancer la jeune République, un système qui fonctionne tant bien que mal à condition que les partis s'accordent sur le minimum, sur des règles minimales, mais lorsqu'un parti, en l'occurrence un candidat, le candidat Trump et le Parti républicain divergent et entrent en conflit avec ces règles minimales qui font fonctionner la démocratie américaine, alors ça déraille. Et là, on est un peu au bout du bout d'un système qui est à l'évidence à bout de souffle, sans parler des grands électeurs et de ce système de démocratie indirecte. On est dans une situation évidemment très délicate. Si je puis terminer par là, le seul souhait que l'on puisse formuler, c'est une victoire écrasante de l'un des deux candidats. En l'occurrence, ce serait plutôt une victoire de Biden pour empêcher le contentieux et éventuellement des atteintes graves à la paix civile, dans la mesure où Trump a déjà prévenu qu'il n'accepterait pas le résultat si le résultat devait être défavorable, un peu comme une équipe de foot qui préviendrait qu'elle n'accepterait pas la défaite à la fin du match. Donc on est dans cette situation qui est lourde de menaces. On peut estimer qu'il ne s'agit que de rodomontades et de menaces un peu en l'air, mais il peut aussi y avoir des groupes, notamment des groupes d'ultra-droite qui sont bien armés aux États-Unis, qui prennent les affirmations de Trump au pied de la lettre. Et celui-ci leur a envoyé moult clins d'œil et signes amicaux depuis quelques semaines. Il y a donc lieu d'être inquiet, surtout si le résultat est serré, inquiet pour la paix civile, parce que qu'est-ce que finalement une élection, si ce n'est un moyen pacifique de régler un différend politique. Si l'élection ne joue plus son rôle, alors la porte s'ouvre à la possibilité, bien sûr, de troubles à l'ordre public, d'affrontements dans les rues, bref, tout ce que la démocratie doit permettre d'éviter en plaçant les différences sur un terrain politique avec une idée minimale derrière cela, c'est que l'on accepte le résultat des urnes et c'est cela qui est en jeu évidemment aujourd'hui. Donc l'histoire du droit de vote aux États-Unis, c'est une histoire qui n'est pas terminée parce que l'exercice du droit de vote n'est pas quelque chose qui serait garanti pour toujours
c'est une bataille et cette bataille, elle se prolonge encore aujourd'hui. Alors, merci Voilà. beaucoup. Je ne sais pas si on peut afficher, si les gens me voient, si on peut revenir à la configuration. Voilà, merci beaucoup Pape Ndiaye pour cette très claire perspective sur le droit de vote aux États-Unis. Alors normalement, qu'on est dans la salle Fellini, les gens applaudissent, mais là je pense que chacun applaudit devant son ordinateur. En tout cas, merci beaucoup hein, parce que c'était vraiment passionnant et éclairant. Et c'est le temps des questions, on a à peu près une vingtaine de minutes. Moi, peut-être que je vais commencer par une ou deux questions et puis après, tous les internautes unipopiens pourront soit physiquement, enfin, euh, en apparaissant sur l'écran, soit par l'icône conversée, pourront compléter avec d'autres questions. Alors, première question, tu évoquais le fait qu'il y avait 100 millions de personnes qui avaient voté soit par anticipation, soit par correspondance. Si on revient au score de l'élection présidentielle, c'est considérable en fait. C'est 70% des votes, quelque chose comme ça? C'est ça. On a donc une majorité d'Américains qui, pour cette élection, dans les circonstances sanitaires que l'on connaît, auront voté avant le 3 novembre, ce qui est tout à fait inédit, puisque en 2016, c'est 25% des Américains avaient voté par anticipation ou par correspondance, avaient donc voté avant le 3 novembre. Là, on est dans des chiffres qui sont évidemment tout autres. Et donc, est-ce qu'on peut l'interpréter d'une certaine façon, ce vote par anticipation ou par correspondance qui a énormément gonflé? Alors, l'interprétation que l'on donne première, c'est le fait que les électeurs sont très réticents à la perspective de se rendre dans le 3 novembre aux urnes, d'attendre très longtemps, et donc ils ont voulu prendre des précautions en quelque sorte en votant par anticipation. On peut aussi estimer que ces électeurs penchent plutôt, comme les premières études l'indiquent, penchent plutôt du côté démocrate. Pourquoi? Parce que l'électorat républicain a été travaillé par Trump, qui a quand même, pendant des mois, sous-estimé l'ampleur de la crise sanitaire, expliqué que le masque n'avait pas grande importance, que tout ça était largement exagéré. Hein. Il a eu cette formule Covid, 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 on nous casse les oreilles avec ça, passons à autre chose. Et le Parti républicain encourage donc ses électeurs à se rendre aux urnes le 3 novembre plutôt qu'à anticiper. Donc, il est à penser qu'un Trump qui dénonce le vote par anticipation et le vote par correspondance, évidemment, le fait par intérêt, parce qu'il sait d'ores et déjà que c'est un vote qui lui est plutôt défavorable. Donc, ça veut dire qu'il y a une raison qui est liée à la condition sanitaire et pas forcément à l'inquiétude sur des risques de violence, par exemple. Ah, on peut effectivement penser à cela, c'est-à-dire à la possibilité de heurts et d'affrontements qui pourraient intimider la population. Et d'ailleurs, le Parti républicain a indiqué qu'il envoyait dans certaines villes des observateurs. Alors, lorsqu'on envoie des observateurs d'un parti à l'entrée d'un bureau de vote, ça peut être vu comme une intimidation. En tout cas, il y a beaucoup de juges qui estiment que c'est le cas, qu'ils installeraient des caméras pour filmer. Là aussi, ça peut être vu comme une forme d'intimidation. Donc ça peut s'ajouter à la crise sanitaire sans aucun doute. Alors, ces derniers mois, on a beaucoup parlé au printemps du mouvement Black Lives Matter et on a le sentiment que ce mouvement est un peu passé au second plan par rapport à la question du coronavirus. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est toujours très présent? Oui, c'est le cas. À l'évidence, la crise sanitaire occupe les esprits et occupe la première place dans les préoccupations des gens. D'ailleurs, les sondages le montrent très largement, ce qui fait penser que Trump, justement, commet une erreur fondamentale, stratégique, une erreur que l'on détaillera dans les livres d'histoire, à minimiser une crise sanitaire qui, pour la plupart des Américains, est
a de l'importance et est au premier rang de leurs préoccupations. Le mouvement Black Lives Matter, qui a eu un pic en juin et en juillet, est un peu retombé, mais il a quand même eu pour effet de placer les questions d'égalité entre Africains-Américains en particulier et le reste de la population suffisamment haut pour que ces questions soient discutées dans un débat présidentiel, par exemple, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Au fond, le grand succès de Black Lives Matter, c'est d'avoir introduit des questions, par exemple celle des violences policières, dans le débat politique, alors que ces questions n'étaient jamais discutées, que même Obama, d'ailleurs, dans sa campagne présidentielle de 2008, n'avait pas discuté, lui qui prenait bien soin de ne pas apparaître comme le candidat des Noirs américains, mais le candidat de tous les Américains. Donc, c'est un grand succès, en quelque sorte, pour Black Lives Matter, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, c'est bien la crise sanitaire qui occupe prioritairement l'agenda politique. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions qui apparaissent. Nicolas, qui est à la manœuvre, je ne sais pas si... il y a aussi l'onglet converser qu'on peut... Oui. Alors, soit donc avis aux unipopiens, hein, vous pouvez poser une question par écrit en allant sur l'icône converser où il y a un petit 1, il y a une personne qui nous a envoyé un message sympathique en nous félicitant, enfin en félicitant surtout Papendiaï pour son intervention. Mais donc, s'il y a des personnes qui veulent poser une question de vive voix, si elles peuvent se manifester elles aussi. Alors, il y a une question qui vient d'apparaître peut-être là. Michel Pasco, ce que vous nous décrivez en conclusion tend à montrer que la démocratie en Amérique n'est plus qu'un lointain souvenir. Le Parti démocrate envisage-t-il de réformer le processus électoral américain afin de refonder cette démocratie? Signé Michel Pasco. Michel, vous avez raison au sens où la démocratie est objectivement à bout de souffle. Aux États-Unis, ces vieux systèmes construits par superposition compte tenu de la faiblesse de la Constitution américaine et qui supposent un accord minimal sur le fonctionnement de la démocratie est à bout de souffle. Et il faut ajouter ce système de vote indirect avec les grands électeurs qui favorise très largement les États les moins peuplés du pays. Si on prend le cas de l'Idaho, par exemple, eh bien, dans cet État des montagnes rocheuses, un électeur vaut 3,5 fois plus qu'un électeur de Californie, l'État le plus peuplé du pays. Parce que dans cet État de l'Idaho, il y a 3 grands électeurs. C'est un minimum, 3 grands électeurs, alors que la population de cet État ne devrait pas lui donner 3 grands électeurs. Donc, tout le système est bancal, mais le problème, c'est que pour passer à un système direct où serait élu celui ou celle qui a le plus grand nombre de suffrages, tout simplement, il faudrait cette fois-ci réformer la Constitution. Or, les États qui bénéficient actuellement du système, c'est-à-dire les États très peu peuplés du Grand Ouest des États-Unis, n'ont absolument pas intérêt à changer le système. Donc, on est vraiment dans une situation de paralysie pour qu'un président démocrate, en l'occurrence, soit élu. Il ne lui faut pas simplement avoir 2 ou 3 millions de voix de plus que son candidat, son adversaire républicain. Il lui faut avoir des voix qui soient bien réparties. Si je puis dire, et on est à 4 élections, il y a déjà eu 4 élections, dont celle de 2000 et celle de 2016, où un candidat républicain a été élu avec une minorité du vote. Et donc ça, c'est quand même un problème. Si on prend les dernières élections présidentielles, la seule élection où un candidat républicain a obtenu la majorité du vote populaire, c'est l'élection de 2004, la réélection de George Bush. Pour toutes les autres élections, depuis 1988, les candidats républicains ont obtenu une minorité du vote populaire. Soit ils ont été battus lorsque Clinton et Obama ont été élus,
soit ils ont gagné, comme George Bush en 2000 ou bien Donald Trump en 2016. Alors là, il y a beaucoup d'autres questions maintenant. Donc rapidement, monsieur ou madame Diguet, pouvez-vous nous dire un mot des grands électeurs? C'est une vaste question. Oui. Alors, les grands électeurs, ce sont eux qui se réunissent le 3 décembre pour élire le président des États-Unis. Demain, le président des États-Unis n'est pas élu, mais de fait, on sait qui sera élu, j'espère en tout cas. C'est un système indirect, on ne vote pas directement pour le candidat, on vote pour des grands électeurs, c'est-à-dire, disons, des notables de chaque parti, dans chaque État, qui s'engagent à voter et qui parfois, d'ailleurs, dans beaucoup d'États, sont obligés de le faire, qui s'engagent à voter pour le candidat qu'ils représentent le 3 décembre. Ça a un avantage, ce système, c'est qu'en cas de décès d'un candidat, les grands électeurs peuvent se rabattre sur un candidat de remplacement, en quelque sorte, au moins avant le 3 décembre. Mais l'inconvénient, bien sûr, c'est ce que j'ai dit, c'est le fait qu'un président peut être élu en étant très gravement en déficit de voix par rapport à son concurrent. C'est ce qui est arrivé il y a 4 ans et comme je l'ai dit, c'est arrivé également à plusieurs reprises. Est-ce que de graves affrontements pourraient survenir en cas de victoire de Joe Biden? On ne peut pas exclure en effet que des groupes radicalisés, chauffés à blanc par Trump, qui estiment que leur champion ne peut pas être battu sans fraude massive, pourraient descendre dans la rue et se comporter violemment. Et ces groupes-là, les Proud Boys par exemple, dont on a beaucoup parlé en Californie, sont surarmés, très excités. On ne peut pas exclure que les plus fous puissent se comporter violemment. Donc il y a un problème majeur et une menace pour la paix civile aux États-Unis. C'est pourquoi je disais que la meilleure solution, ce serait une victoire écrasante de Biden qui fasse taire au moins les plus raisonnables, mais ça n'est pas sûr du tout. Est-ce qu'un référendum serait possible aux États-Unis? Il faut une modification de la Constitution. Et une modification de la Constitution ne se fait pas par ce moyen, elle se fait par un vote du Congrès. Il faut un vote du Congrès et qui soit ensuite validé par les 2/3 des congrès des États locaux. Donc les barrières, les obstacles sont quand même très nombreux à une modification de la Constitution. Les amendements à la Constitution, il y en a 27 dans l'histoire du pays. C'est vraiment pas facile de faire passer un amendement. Donc, on ne voit pas trop pour l'instant le chemin que cela pourrait prendre. Il faudrait d'abord que le Sénat bascule du côté démocrate, ce qui est une vraie possibilité, on le verra dès demain soir. Il faudrait aussi qu'il y ait un nombre suffisant d'États qui valident la fin de ce système. Or, les petits États, comme j'ai dit, n'y sont pas favorables. La Cour suprême, oui, elle a un rôle important parce que, comme en 2000, elle pourrait intervenir. En 2000, vous vous souvenez qu'elle est intervenue dans le recomptage laborieux des bulletins de vote de Floride. Il n'y avait plus que 139 voix qui séparaient George Bush de Al Gore. Et puis la Cour suprême est intervenue en disant, bon, on arrête les opérations, c'est George Bush qui a gagné. D'ailleurs, le Parti démocrate s'est rangé à cette intervention de la Cour suprême. Donc, elle pourrait faire de même. Mais elle pourrait faire de même seulement dans le cas où le résultat serait très serré. En effet, s'il y a un large écart entre Joe Biden et Donald Trump, je n'imagine pas que la Cour suprême puisse intervenir et tordre de manière grave et évidente la démocratie. Car les juges à la Cour suprême ne sont pas que des juges dans cette auguste assemblée. Ce sont également des juristes prestigieux qui reçoivent des doctorats honoris causa, qui sont pris dans des réseaux de sociabilité, qui ont des doctorants en droit, etc. Et c'est tout cela qui serait remis en cause, finalement, dans le cas où la Cour suprême interviendrait de manière grossière. Donc, ma conclusion, c'est que la Cour suprême peut intervenir lorsque le résultat est très serré en donnant un coup de pouce, en l'occurrence à Donald Trump, comme elle l'a fait pour Bush en 2000, mais elle ne peut pas non plus inverser de
de manière grossière un résultat qui serait très favorable à Joe Biden. Il y a une question, comment sont nommés les juges à la Cour suprême, justement, pour compléter ce qui a été dit Ils à sont l'instant? nommés par le président des États-Unis qui propose la candidature d'un juge ou d'une juge à la Cour suprême au Congrès. Et donc c'est une proposition faite par le président des États-Unis et c'est le Sénat des États-Unis qui vote et valide le juge à la Cour suprême. Historiquement, ces élections se passent assez bien parce que c'est très consensuel. Ce sont des personnalités, des juges à la Cour suprême, et souvent les républicains votent pour des juges qui ont la réputation d'être progressistes et vice-versa. Mais les choses se sont quand même très politisées ces dernières années, y compris lorsque le Parti républicain a refusé de valider et même de voter simplement la proposition faite par Obama dans la dernière année de sa présidence pour remplacer un juge à la Cour suprême au motif qu'on ne changeait pas de juge à la Cour suprême en élection, en année d'élection. C'est justement ce que vient de faire le Parti républicain et quelques jours avant l'élection elle-même, vous voyez. Donc là, on n'est plus à une contradiction près, on verra ce qu'il en est demain. Il y a une manière pour le Parti démocrate de s'en sortir, ça consisterait à augmenter le nombre de juges à la Cour suprême, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, celui-ci n'est pas prévu dans la Constitution, et donc une simple loi pourrait augmenter le nombre de juges, et on pourrait passer de 9 à 12, par exemple, ce qui permettrait à Biden de nommer 3 juges à la Cour suprême qui seraient du côté progressiste, ce qui rééquilibrerait la Cour suprême. Mais Biden est très prudent sur le sujet, ne serait-ce que parce qu'on ouvrirait dès lors un peu la boîte de Pandore. Vous imaginez le coup d'après, le parti des républicains revenant au pouvoir et faisant passer le nombre de juges à la Cour suprême de 12 à 15 pour en nommer 3. Bref, on pourrait s'engager dans une démarche sans fin, mais c'est une possibilité et l'aile gauche du Parti démocrate, qui est très active, pousse en ce sens pour que la Cour suprême ne soit pas définitivement, enfin je veux dire pour plusieurs décennies à venir, du côté conservateur, avec des graves questions qui se posent d'ores et déjà, comme celle de l'interruption volontaire de grossesse, par exemple, qui est dans la ligne de mire des plus conservateurs. Au fond, tout se passe comme si le Parti républicain avait un peu abdiqué de ses fonctions législatives. Le Parti républicain est très, très peu actif d'un point de vue législatif au Sénat et qu'il avait transféré la charge législative du côté de la Cour suprême. Les républicains disent volontiers que leur plus grand succès, c'est d'avoir transformé la Cour suprême. Ils comptent sur la Cour suprême pour représenter une sorte de pôle conservateur qui puisse éventuellement s'opposer à des décisions prises par l'administration Biden. On sait aussi, c'est une nuance que j'apporte immédiatement, que des juges d'apparence conservatrice ou progressiste, selon les moments dans l'histoire américaine, qui ont été nommés comme tels, se sont révélés finalement être assez différents de ce que le président qui les avait nommés pouvait imaginer. Le meilleur exemple, c'est Earl Warren, nommé par Eisenhower en 1952. Eisenhower s'est dit, je vais nommer un juge à la Cour suprême connu pour être pas un bourreau de travail, conservateur de Californie, qui aime bien faire la sieste, et comme ça, je serai tranquille avec la Cour suprême. Earl Warren est nommé chef de la Cour suprême en 1952, et Earl Warren se transforme en président de la Cour suprême le plus actif, le plus progressiste, et bouleverse la Cour suprême. C'est elle qui accompagne le mouvement pour les droits civiques, c'est elle qui interdit en 72 la peine de mort, c'est elle qui autorise l'avortement l'année suivante, en 73. Bref, une Cour suprême qui n'était pas du tout prévue comme ça. Et Eisenhower, d'ailleurs, a dit qu'avoir nommé Warren à la Cour suprême, c'était la plus fichue erreur qu'il ait faite de toute sa vie. Donc, il y a des surprises. Il y a des surprises. Parfois, les juges se comportent différemment. Mais là, quand même, ça penche quand même très, très fort du côté conservateur. Et il y a là le risque, évidemment, d'une Cour suprême qui rétropédale et mette fin à des lois qui sont quand même des lois essentielles de la fin du XXe siècle, y compris
la question de l'avortement. Il y a l'Obamacare aussi qui pourrait être retouché par la Cour suprême. Il y a quand même pas mal d'enjeux finalement derrière cela. Et comme je le disais, un enjeu politique encore plus préoccupant peut-être, c'est-à-dire la démission du Parti républicain qui a choisi de s'en remettre à des juges plutôt que d'exercer sa fonction de législateur qui est pourtant quand même essentielle au bon fonctionnement d'une démocratie. Alors, il est presque 20 heures. Une dernière question, parce qu'on n'a pas parlé d'une personne quand même qui peut jouer demain un rôle très important, c'est Kamala Harris, la vice-présidente de Joe Biden. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel que ce soit une femme noire qui demain peut devenir la présidente des États-Unis. Est-ce que tu peux nous en dire un mot pour conclure? Kamala Harris, effectivement donc elle sera peut-être vice-présidente. Bientôt, on va le savoir, ce qui serait d'abord une nouvelle historique, une femme à la vice-présidence et peut-être une femme présidente. En effet, le vice-président ne compte pas pour grand-chose. En réalité, il a deux fonctions institutionnelles. D'abord, celle de présider le Sénat, et donc en cas de Sénat qui soit à 50-50, c'est la voix du vice-président qui permet au Sénat d'obtenir une majorité présidentielle. Et puis la deuxième fonction, c'est une fonction qui consiste à suppléer le président en cas de décès, ce qui évidemment est arrivé à plusieurs reprises dans l'histoire américaine. On ne peut pas nier le fait que Joe Biden est un président et serait le président le plus âgé de l'histoire du pays. On lui souhaite longue vie, bien entendu, mais la possibilité que Kamala Harris devienne présidente est bien réelle. Et au fond, elle symbolise quelque chose de très, très intéressant parce qu'elle est de mère indienne. Et donc, il y a aussi cette partie, elle symbolise aussi la présence tout à fait évidente de la migration asiatique, et notamment d'Asie du Sud, qui est importante aux États-Unis. Puis elle est de père caribéen. Elle n'est pas de père africain-américain au sens des États-Unis. Et donc, elle est issue de parents migrants. Vous savez que la question des migrations et de la dénonciation des migrants a été quand même très centrale dans la rhétorique du Parti républicain. Donc, l'élection de Kamala Harris, en tout cas sur le ticket, infligerait une sorte de démenti, au fond, aux sombres prédictions de Trump, et puis renouerait peut-être de manière extrêmement vigoureuse avec ce que les États-Unis ont été, c'est-à-dire un pays d'accueil des migrants, un pays de socialisation aussi politique des migrants. Tous les pays ne peuvent pas en dire autant. On imagine mal en France un très haut responsable politique qui serait issu de deux parents migrants, l'un venu d'Asie, l'autre venu de la Caraïbe, par exemple, ou d'Afrique. On est assez loin de cette perspective. Il me semble que là, il y a quelque chose qui aurait une grande force politique si d'aventure, n'anticipons pas, mais si d'aventure les démocrates revenaient au pouvoir avec une vice-présidente qui aurait peut-être plus de fonctions, un rôle peut-être plus important que celui qui est traditionnellement dévolu au vice-président qui, dans l'ensemble, inaugure les chrysanthèmes quand même dans la plupart des cas. Merci beaucoup, Pape Ndiaye. C'était vraiment passionnant et on vous remercie d'autant plus qu'on imagine que vous êtes très sollicité à la veille de cette élection historique. Je donne la priorité à Pessac et à l'Unipop de Pessac. Ça, sois-en sûr, cher François. Merci encore et donc à la semaine prochaine. À bientôt. Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir.